Ce que j'ai voulu faire en fait, c'est partager mon expérience pour que certains puissent se reconnaître là-dedans et pourquoi pas d'autres qui aimeraient s'y retrouver puissent prendre les bons chemins, prendre ce qu'il y a de bon et laisser surtout ce qu'il y a de mauvais. Ce que moi j'ai appris très vite depuis tout petit, c'est l'observation, rester à l'écart des dangers. Mais c'est très compliqué parce que j'ai grandi sans grande confiance en moi, sans même être sûr de pouvoir de me protéger. Et ça a développé chez moi une attirance pour le goût du risque. Et c'est assez contradictoire, mais c'est ce que ça a développé chez moi. Et donc j'ai été de toutes les âneries. Et à force de jouer avec le danger, on devient forcément dangereux. Je l'ai dit, j'ai grandi sans grande confiance en moi. Et en fait, ça a été mon moteur prioritaire. C'est grâce à ça en fait que j'ai développé, pensant que je ne pouvais pas assumer certaines gestions de conflits. Et en fait, c'est tout le contraire. En fait, je doutais de moi-même alors que je n'avais pas besoin. Et comme j'ai été battu très tôt par des hommes comme un homme, ça m'a levé la crainte de l'homme. Donc je ne crains aucun homme, aucun. Et en fait, ça m'a permis de travailler assez aisément, assez tranquillement, très relax dans les situations, même où les gens paniquent, ça ne me fait pas paniquer. Et en fait, l'observation est la meilleure des choses, encore une fois. Et bien évidemment, pour associer ça, ça ne suffit pas l'observation non plus, il faut parfois intervenir physiquement, donc il faut apprendre aussi à se défendre. Tout est à apprendre. Chaque coin de l'Hexagone a ses propriétés, mais notamment celle du Sud, les gens ont le sang chaud, ils aiment beaucoup faire la fête, mais ils ne sont pas très ouverts d'esprit, surtout avec un verre dans le nez, ils aiment bien aussi se bagarrer. Donc la moindre chose peut être sujet à démarrer et à s'enflammer comme une mèche bien trempée dans de l'essence. Et puis la discothèque, c'est la meilleure école, pour ne pas dire la meilleure école, parce que tout se passe dans une discothèque. On n'a pas beaucoup de lumière, il y a beaucoup de sons. On doit observer, il y a énormément de gens, euh, quasiment collés les uns aux autres, et il faut être capable de repérer toutes les anomalies, c'est-à-dire les gens viennent pour passer un bon moment et il faut repérer tous ceux qui sont là pour que ces bons moments soient interrompus. Et puis j'étais responsable des gens qui étaient à l'intérieur, c'est-à-dire que ce soit une femme, un homme plus jeune ou plus vieux, qui avaient des problèmes, c'était sous ma responsabilité. Donc, je devais être vigilant. Tous les portiers sont vigilants. Enfin, tous ceux qui sont professionnels doivent être vigilants. Et ils doivent être capables de pouvoir parler à quelqu'un pour les renseigner où se trouve, par exemple, la sortie ou les toilettes, tout en même temps regarder celui qui est prêt ou qui va plus ou moins démarrer un petit problème. Car lui ne sait pas qu'on l'observe, mais nous les observons tout le temps. Il n'existe pas deux écoles. Soit on est fait pour ça, soit on ne l'est pas. Et en fait, il faut être très vigilant, il faut savoir se bagarrer aussi. Alors bien évidemment, on trouve toujours plus fort que soi, mais quand on est plus malin, on peut toujours s'arranger. Donc on peut limiter les dégâts, on peut limiter disons les bagarres, on peut limiter les excès, on peut même limiter le fait que les gens se disputent pendant des heures. En fait, il faut gérer l'humain, il faut comprendre l'humain, il faut beaucoup l'observer et parfois il faut aller plus vite que celui qui va vite et ou parfois le contraire, aller beaucoup plus doucement pour tout adoucir. C'est compliqué, ça paraît compliqué en tous les cas, mais c'est le nombre d'années qui fait qu'un portier devient un très bon portier. Alors, bien évidemment, le sud de la France, c'est toujours une clientèle moyenne plus, sauf Saint-Tropez où tous les gens les plus riches de la planète s'y retrouvent, un peu comme à Monaco. Donc, c'est assez facile parce que c'est très festif. Et en règle générale, on sait qui est là pour faire des problèmes, en règle générale. Puis après, c'est la loi de la nature, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui boivent et qui, sans faire esprit, peuvent en bousculer d'autres. Puis il y a des gens qui sont plus ou moins énervés parce qu'ils sont disputés avec leur nana et qui pardonnent un peu moins. Ça, en règle générale, ça se termine assez rapidement. Il suffit d'avoir une bonne explication, bien s'imposer et puis tout s'arrange. Puis il y a ceux qui viennent pour créer des problèmes et ceux-là sont plus difficiles parce que tant qu'ils n'auront pas créé le problème au degré où ils le veulent, ils vont rester là. Et ceux-là, ce sont les plus durs. J'ai surtout appris la gestion de conflits, mais par l'observation. C'est-à-dire que l'observation, le silence, travailler avec les yeux est la meilleure école parce qu'elle limite. En fait, on n'a pas sa voix pour s'exprimer, ni pour s'imposer, on n'a pas son physique non plus. C'est uniquement par le regard, par sa présence, très près, être aussi très loin, ça marche aussi. On peut être vu de près, on peut être aussi très bien vu de loin par les professionnels, ceux qui savent faire aussi. Parce qu'il y a des gens qui sont bons et dans la bonté, il y en a aussi qui sont très bons dans le mauvais. Donc ceux-là savent exactement
connaissent exactement les mêmes valeurs, les mêmes qualités. Donc c'est très compliqué, mais l'observation est une des premières qualités. N'importe qui est capable de gérer à minima une certaine situation. Le tout, c'est d'être bien dans sa tête. Si vous levez le niveau à la maison, si quelqu'un se sent bien à la maison, il se sentira certainement bien au travail, il répercutera cette bienveillance autour de lui, cette zen attitude autour de lui, non seulement au milieu des employés, mais avec sa hiérarchie et également avec sa clientèle. Donc l'idéal, c'est de ne jamais... Celui qui marche sur vos nerfs devient votre maître. Donc l'idéal, c'est de jamais rentrer dans le jeu de quelqu'un. Il ne faut jamais se mettre non plus en priorité, dire que voilà, l'argent qui rentre dans ma caisse, c'est le mien. Non, c'est celui de mon patron. Moi, je ne fais que travailler. En revanche, je défends mon travail parce que j'ai besoin de nourrir mes enfants et ma famille. Si vous le comprenez, vous comprenez mes conditions de travail. Si vous ne le comprenez pas, c'est que vous n'avez rien compris, vous passez votre chemin, vous partez votre chemin. J'ai appris énormément. J'ai appris qu'au moment où je pensais être très bien dans ma vie, où tout allait bien, au moment où je pensais être un homme qui méritait plus de profiter que d'endurer, c'est là où j'ai dégringolé. C'est fou parce que pour moi-même, j'ai jamais fait d'erreur dans ma vie. Et pour venir en aide à toute une famille qui avait tout ce qu'il faut déjà, mais à mes yeux, pas ce qu'il faut, pas tout ce qu'il faut, ou tout ce qu'il fallait du moins, eh bien j'ai voulu faire autant pour eux que pour moi. Je suis comme ça, j'ai un grand cœur pour ce que j'aime, j'essaie toujours de faire au maximum, en tous les cas autant que moi. Ça, c'est la belle version de l'histoire, mais quand je lis des commentaires sur la vidéo qui a été vue 2 millions de fois, il y en a qui disent ouais, mais si t'aimes vraiment autant que ça ta famille, tu fais tout pour pas aller en prison. Mais ils ont carrément raison. Ils ont carrément raison. La rhétorique est complètement acceptable. Le seul problème qu'il y a, c'est que quand c'est au fond de tes tripes et que tu te dis je ne peux pas arriver dans une Lamborghini par exemple chez moi alors que mes parents sont dans un appartement de voilà et qu'ils ont je sais pas une voiture de marque française et tu te dis mais je peux pas arriver chez moi en montrant à mes parents que j'ai réussi et en gros je vous laisse là où vous êtes. Même si c'est pas vrai, même si je les ai En fait, jamais. tu voulais le Je, résoudre d'un seul coup pour toujours. voilà. Et en fait, ce qui m'a poussé à l'erreur, c'est que j'ai pas voulu attendre. Et en pensant que je pouvais ne pas attendre, j'ai accepté, parce que j'ai accepté cette erreur. Personne ne m'a forcé, personne ne m'a mis le couteau sous la gorge. J'ai accepté de faire cette erreur. J'ai pris le risque d'accepter de faire cette erreur. Et en fait, j'ai absolument tout perdu. Et maintenant, justement, t'attends. Tu me disais que t'attends des fois la réponse du juge de la, Oui, de la JLP, ouais. c'est ça? De la JAP, du juge d'application des peines. Ouais. Est-ce que c'est pas aujourd'hui, est-ce que tu n'apprends pas à faire ce que tu n'as pas voulu faire quand tu étais petit? Oui, C'est accepter le jeu social de l'attente, ouais, de prendre sa place dans la file d'attente alors ouais. qu'on a envie de. C'est ça. C'est ça? C'est Est-ce carrément que ça. c'est dur aujourd'hui de Oui, l'apprendre? complètement. Complètement parce que je suis un enfant du monde. C'est-à-dire que quand je me sentais pas bien chez moi à l'âge de 8 ans, je partais pendant des journées et des nuits entières. Quand je me sentais pas bien dans l'adolescence, je prenais mon sac de sport, je partais. Je suis arrivé à New York très tôt, je parlais pas anglais, j'avais juste un sac. 3 jours après, je me retrouvais dans un appartement. Paris pour la même chose. Je suis un enfant du monde, c'est-à-dire que moi j'ai mon école. Mon école, c'est l'école de la rue, où j'y étais mon seul professeur et bien évidemment l'unique élève de ma propre classe. C'est ça qui m'a appris en fait. C'est ça qui a fait que j'étais bon en discothèque. C'est ça qui a fait que j'étais bon en pied-point. C'est ça qui a fait que j'étais bon en protection rapprochée. Parce que j'ai fait le tour de la vie plus vite que le tour du monde. En fait, les juges ont affaire à toutes sortes de cas. Alors bien évidemment, les 3 quarts du temps, ce sont des gens qui récidivent. Les juges en ont marre de les voir, ils connaissent la chanson. Tout va bien quand on sort, puis 6 mois après on recommence. Et puis moi je voyais qu'elle me refusait pas mal de choses, et puis je me suis dit, ben, cette personne ne me connaît qu'à travers de la lecture froide, c'est-à-dire un dossier. Alors j'ai accepté, enfin du moins je me suis lancé et j'ai fait un courrier en me demandant de la voir, je l'ai vu, et puis bon, c'est un être humain. Accepter le fait d'être juge, c'est un être humain. Donc on a eu un échange très cordial entre êtres humains, et elle m'a dit à plusieurs reprises, vous avez bien fait de venir me voir. Donc en fait, j'espère, en tous les cas, j'espère lui avoir démontré que parfois, il y a des gens qui sortent du lot. Et je lui ai dit, je ne regrette pas ce que j'ai fait. Je lui ai dit en face, je lui ai dit, je ne regrette pas ce que j'ai fait. Je regrette juste la manière, mais je sais pourquoi je l'ai fait. Je ne l'ai pas fait pour acheter des voitures. Je l'ai fait pour sortir une famille de l'eau. Et donc je ne peux pas le regretter. Et donc j'accepte ma condamnation, même si je suis primaire et je trouve que c'est un peu lourd, c'est toujours lourd. Dépasser 10 ans, 12 ans de condamnation, c'est toujours lourd. On ne voit pas ses enfants grandir, on ne regarde que son propre intérêt. Mais si on regarde aussi l'intérêt
de la civilisation, du monde, comment il fonctionne aujourd'hui, de toute cette agressivité, de ces conflits qui se passent en ce moment et qui ne font qu'augmenter, et ainsi de suite. Je comprends la justice. Mais aujourd'hui, j'ai créé une structure commerciale dans la nutrition sportive avec mon fils aîné. Ça lui tenait beaucoup à cœur. Le sport, c'est mon domaine. Et en même temps, on fait du coaching privé pour extraire le meilleur des personnes qui viennent nous voir. Et on en fait des gens très compétents, autant sur le plan physique que moral. Parce que j'ai reçu énormément de demandes sur Instagram, notamment, où les gens se recherchent. Ils aimeraient trouver en eux la force de pouvoir, soit physique, la force soit physique, soit morale, d'être présents dans cette société. Ils se sentent Ils sont effacés. perdus, les gens. Ils sont perdus, ouais, très perdus. Ils ont peur. Pas juste peur de l'autre, mais peur de la situation, peur de demain sans Tu savoir. le sens, ça, toi? Ouais, je le sens. Ouais. Je le sens. Ouais. Je le sens notamment parce que quand tu sors après presque 7 années de prison, rien ne fonctionne pareil. Tu vois, traverser un passage clouté pour un ex-détenu peut être problématique. Il n'y a plus de bienveillance. Tout le monde en parle pourtant. Voilà, tout le monde en parle, mais ça c'est le problème de la France. C'est comme avec le gouvernement, on n'est jamais d'accord avec la politique, mais on ne fait qu'en parler, on n'agit pas. Ou du moins ceux qui voudraient agir ne sont pas en nombre assez conséquent. Tout le monde en parle parce que tout le monde en a peur, mais personne n'a la solution. Et la solution, encore une fois, rigueur, sport, discipline, à minima, va relever le niveau de chacun. On ne demande pas aux gens de s'entraîner 10 heures par jour, mais un minimum pour se sentir bien dans sa vie. Quand on se sent bien dans sa vie, on fait sentir à l'autre qu'il est bien dans la sienne. Très important. Il faut être bien. Et il faut être bien. Moi, je suis bien. Moi, ce que j'ai fait, les erreurs que j'ai faites, je les ai faites. C'est pas à cause des gens, c'est à cause de moi. J'ai eu tout ce que je voulais dans ma vie et tout ce que je voulais pas, mais je le voulais quand même. J'ai voulu des problèmes, je les ai eus. C'est un mauvais choix, mais j'ai aussi voulu tout ce que je voulais. Tout ce que j'ai souhaité, je l'ai eu. Absolument tout. À 100%, j'ai eu tout ce que j'ai toujours désiré dans ma vie. Je suis un mec chanceux. En fait, le matin, quand je paye avec, avec une carte qui doit forcément fonctionner, hein, puisque c'est une carte voilà, qui est toujours autorisée, je vois qu'elle ne passe pas. C'était Pierre Charon, c'était l'ancien Perchingol. Et je vois que ça ne fonctionne pas, donc je sors une carte suisse, je paye, là ça fonctionne. L'octrice avait déjà saisi mes comptes en France. Donc je ne pouvais pas le faire en Suisse aussi vite déjà. Donc j'ai compris déjà qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Ensuite, j'ai été à la banque, j'ai répété mes visites à la banque. Et puis une fois que je suis arrivé là-bas, j'ai senti l'atmosphère, 2-3 personnes qui n'étaient plus là, d'autres qui étaient là, mais qui étaient là pour rien, en tous les cas, pas pour retirer de l'argent. Et donc j'ai senti qu'il y avait quelque chose. Et puis à ce moment-là, mon téléphone sonne. C'est une amie à moi qui travaille à l'aéroport de Charles de Roissy, Charles de Gaulle, et qui me dit ton vol de ce soir il est en rouge. Je ne sais pas où tu es, mais si j'étais toi, prends tes jambes à ton cou et va-t'en, t'es recherché. Et là je comprends. Je savais, mais je ne voulais pas m'en persuader. Mais je le savais. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis revenu en France. Et là, je comprends que ça y est, c'est fini. Donc, je fais semblant de rester au téléphone avec elle. Je sors une cigarette de ma poche. Et je sors à l'extérieur. Et puis, lorsque j'arrive à l'extérieur, je vois ce grand personnage qui arrive en face de moi, une tête de plus que moi, qui semble parler à l'autre derrière moi en disant c'est lui, c'est lui. Et je lui pose la question et je lui dis mais tu cherches qui? Et il me dit tu t'appelles Franco? Et je dis ouais, c'est moi. Et là, ça arrive de tous les côtés. Et j'ai eu une fraction de seconde, mais vraiment une fraction de seconde, où je me suis dit, je le crochette au foie, je lui fais un balayage et je pars en courant. Mais je pars où? Et de quel côté? Et pour aller où encore? Et là, dans ma tête me vient l'image de mon fils et je me dis, bon, au plus vite ça s'arrête, au plus vite je rentre chez moi.